Nous avons découvert comment Hollywood façonnait ses légendes, mais parfois, la vérité la plus choquante vient de ceux qui ont gardé le silence le plus longtemps. La veuve d'Errol Flynn est restée muette pendant des décennies entières. Elle a regardé le monde déchirer la réputation de son mari défunt, impuissante, espionne nazi, coureur de jupons, fasciste. Elle a tout entendu, tout encaissé, sans jamais dire un mot, mais à 85 ans, cette femme a finalement brisé son silence. Et ce qu'elle a révélé, cela a bouleversé tout ce que le monde croyait savoir. Le studio avait fabriqué de toutes pièces la majeure partie de sa réputation sulfureuse pour vendre des films, les liaisons, largement exagérées, les accusations politiques, complètement à l'envers. Pire encore, elle a confirmé que Flynn cachait des secrets qui auraient pu changer le cours de l'histoire. La vérité était aux antipodes de ce que les gens croyaient. Errol Flynn naît le 20 juin 1909 à Battery Point, en Tasmanie. Mais qui était vraiment cet enfant qui allait devenir l'une des plus grandes stars d'Hollywood? Son père, Theodore Thompson Flynn, était un professeur de biologie brillant à l'Université de Tasmanie, passionné par la vie marine. Sa mère, Lily Mary Young, changera plus tard son nom pour Morel. Personne ne sait vraiment pourquoi ce changement mystérieux. Imaginez grandir dans une maison où vivent des kangourous, des tigres et des diables de Tasmanie. Le père d'Errol collectionnait ces animaux exotiques et le petit garçon passait des heures entières en leur compagnie. Cette fascination pour le sauvage et l'inconnu venait aussi du côté maternel. Sa famille était composée de marins et d'aventuriers. Mais derrière cette enfance apparemment extraordinaire se cachait un drame. Sa mère était d'une froideur glaçante, souvent cruelle. Pouvez-vous imaginer? À seulement 7 ans, elle l'a battu si violemment qu'il a songé à fuir de chez lui. Elle l'appelait méchant et un diable dans un corps d'enfant. Ces mots terribles l'ont hanté toute sa vie. L'abandon était constant. Ses parents partaient en voyage pendant les vacances, le laissant seul dans des bâtiments scolaires vides. Ces moments de solitude ressemblaient à de véritables emprisonnements. Cette solitude forcée a nourri sa colère, son besoin de rébellion. Il cherchait désespérément l'amour et l'attention, tout en redoutant de trop s'attacher à quiconque. Ce conflit intérieur le poursuivra jusqu'à sa mort. L'école, un véritable calvaire. Entre 1915 et 1926, Errol est expulsé de pratiquement toutes les écoles de Tasmanie qu'il fréquente, Hutchins School, Hobart College, Friends School. Aucune institution ne parvient à le gérer. Bagarres, absentéisme, vol. Les enseignants le considèrent comme une influence néfaste. À 14 ans, désespéré. Ses parents l'envoient dans une école londonienne, espérant que ce changement radical le remettra dans le droit chemin. Erreur fatale. Il revient 1 an plus tard encore plus rebelle, plus défiant que jamais. L'expulsion de la Sydney Church of England Grammar School pour vol marque un tournant. Son nom seul suffit désormais à rendre les professeurs nerveux. À 17 ans, sa réputation est en ruine, mais le pire reste à venir. Pendant qu'il fréquente encore cette école de Sydney, un scandale éclate. Un élève découvre qu'Errol entretient une liaison avec une domestique bien plus âgée que lui. L'établissement entre en fureur. Ses fiançailles avec Naomi Campbell-Dibbs, une jeune fille de bonne famille, sont également ruinées. Mais ce n'était pas sa seule aventure. Errol se vantait ouvertement de ses conquêtes parmi le personnel féminin. Enseignante, domestique, peu lui importait. Un incident l'a même fait expulser après avoir été surpris en flagrant délit sur le terrain de l'école. Ces liaisons n'étaient pas de simples actes de rébellion. Elles révélaient sa relation complexe et troublée avec sa mère. Il recherchait chez des femmes plus âgées à la fois réconfort et contrôle, tentant de combler un vide affectif béant. En 1927, à seulement 18 ans, Flynn tourne définitivement le dos à l'Australie. La liberté l'appelle. Il décroche un emploi dans une compagnie minière, mais se fait rapidement licencier pour vol. Qu'à cela ne tienne, il tente sa chance en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à la recherche d'or. Là-bas, selon ses propres dires, il survit à une attaque tribale et doit tuer quelqu'un en légitime défense. Traduit en justice pour meurtre, il est finalement acquitté. Mais loin d'être effrayé par cette expérience traumatisante, Flynn se sent plus vivant que jamais. En 1928, avec l'argent gagné dans les mines d'or,
il achète un petit bateau appelé le Sirocco. Imaginez. Cette embarcation avait plus de 50 ans et tenait à peine la mer. Pourtant, avec son équipage, il navigue vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le voyage dure 7 mois interminables et se termine par un désastre total. Le bateau s'écrase sur un récif près de Port Moresby. Un homme perd la vie. Flynn s'en sort de justesse. En 1932, le voilà gérant d'une plantation de tabac près de Port Moresby. Il écrit des articles sur ses aventures pour le Sydney Bulletin. Certains prétendent même qu'il a eu un enfant avec une femme locale de l'île Selupu. Il n'a jamais confirmé ces rumeurs. Cette même année, il quitte l'île en laissant des dettes derrière lui, mais le destin frappe. Le réalisateur australien Charles Shaw cherche quelqu'un pour incarner Fletcher Christian dans un nouveau film. D'une manière ou d'une autre, Flynn décroche le rôle. Était-ce grâce à une photo dans un journal ou à la recommandation d'un ami? Mystère. Il joue dans In the Wake of the Bounty en 1933. Le film fait un bide, mais quelque chose s'allume en Flynn. Il croit désormais pouvoir devenir acteur. Direction, l'Angleterre, où il travaille comme figurant et rejoint la Northampton Repertory Company. 7 mois d'entraînement théâtral. Mais le drame le suit toujours. Il se bagarre avec une régisseuse et la pousse dans un escalier, licencié. Heureusement, Warner Brothers le remarque et lui donne un rôle dans Murder at Monte Carlo en 1934. Ce film est aujourd'hui perdu. Mais la performance de Flynn attire l'attention des dirigeants du studio. Le message envoyé à Hollywood est clair. Ils ont déniché quelqu'un de spécial. En novembre 1934, à 25 ans, Flynn embarque sur le paquebot Paris. C'est là qu'il rencontre Lily Damita, une actrice française de 7 ans son aînée. Elle est célèbre, bien connectée, et il tombe amoureux pendant la traversée. Quand le navire accoste à New York, un agent de Warner Brothers remet à Flynn un billet de train pour Chicago, puis un vol pour Los Angeles. Damita l'aide à rencontrer les bonnes personnes. L'arrivée de Flynn à Hollywood s'accompagne d'une première mystification. Warner Brothers ne veut pas qu'il paraisse trop exotique, bien qu'il soit né en Tasmanie. Ils prétendent qu'il est irlandais, qu'il vient du théâtre londonien. Ils effacent complètement ses années en Papouasie-Nouvelle-Guinée et son passé australien. Le 27 novembre 1934, Flynn signe un contrat de 6 mois avec Warner Brothers pour $150 par semaine. C'est le début de tout. En 1935, Warner Brothers prépare un film d'aventure à gros budget, Captain Blood. Le rôle du héros audacieux est initialement prévu pour l'acteur britannique Robert Donat, mais Donat souffre d'asthme chronique et ne peut supporter les exigences physiques du tournage. Tout bascule. Le studio panique et contacte les grandes stars. James Cagney, Clark Gable, Ronald Colman, Frederick March, Leslie Howard. Tous refusent. Personne ne s'attend à ce qui va suivre. Un acteur quasi inconnu nommé Errol Flynn décroche le rôle. Ce Tasmanien n'a que 5 petits films à son actif. Dans l'un d'eux, il jouait même un cadavre. Mais il possède quelque chose que personne d'autre n'a. Le timing parfait. Ce film, Lily Damita, se trouve être amie avec la future épouse de Jack Warner. Cela aide énormément. Le studio prend le risque et le choisit, inventant une nouvelle histoire. Il devient un aventurier acteur irlandais. Ils disent même que s'il était né 300 ans plus tôt, il aurait pu devenir pirate. Le pari est gagnant. Captain Blood coûte $242 millions et rapporte un 357 millions aux États-Unis plus un 73 millions à l'étranger. Flynn devient une star du jour au lendemain. Quelque chose de magique se produit pendant ce tournage. Olivia de Havilland, âgée de seulement 19 ans, joue le rôle féminin principal face à Flynn. 26 Hands. Dès leur première scène ensemble, les étincelles jaillissent. Elle incarne la fierté et l'intelligence, lui la désinvolture et le charme. Ça marche à merveille. Le public les adore instantanément. Ils tourneront 8 films ensemble en 6 ans. Mais dans les coulisses, c'est compliqué. Flynn est immédiatement attiré par elle. Il dit même qu'elle possède un charme extraordinaire. Elle l'aime en secret aussi, mais ne le montre jamais.
Le 12 mars 1937, lors d'un bal royal à Los Angeles, Flynn lui avoue son amour. Il danse sur Sweet Leilani. Elle est touchée mais ferme. Divorce d'abord de ta femme. Il ne le fait pas. C'est fini. Ils resteront seulement amants à l'écran. 1938 marque l'année de tous les records pour Flynn. Les aventures de Robin des Bois sort le 14 mai avec un budget colossal de 47 millions de dollars. Le film le plus cher de Warner Brothers à l'époque, c'est aussi leur premier grand film en Technicolor. Le risque paie. 343 millions aux États-Unis et 495 millions à l'international. Il devient le 6e plus gros succès de l'année. Critiques et fans sont conquis. En 1995, il est ajouté au National Film Registry. Pour son importance culturelle, le film remporte 3 Oscars et la performance de Flynn devient la version de Robin des Bois gravée dans toutes les mémoires. Même Douglas Fairbanks, qui possédait autrefois ce rôle, est éclipsé dans la mémoire collective. L'ascension de Flynn est fulgurante. Avant Captain Blood, il tournait à peine. La plupart des acteurs faisaient 10 films par an. Lui peut être 1 ou 2. Cela change rapidement. En 1936, la charge de la brigade légère avec un budget de 1,3 million, rapportant 454 millions aux États-Unis et 928 millions à l'étranger. Le plus gros succès Warner de l'année. En seulement 3 ans, il passe de parfait inconnu au visage emblématique de Warner Brothers. Mais cette image parfaite ne dure pas éternellement. En 1942, tout s'effondre brutalement. 2 jeunes filles, Betty Hansen, 17 ans, et Peggy Satterlee, 15 ans, accusent Flynn d'agression sexuelle. Hansen prétend que cela s'est passé lors d'une soirée à Bel Air, le 27 septembre 1942. Selon elle, Flynn l'a emmenée à l'étage, tout l'a déshabillée, et a eu des relations avec elle malgré ses objections. Elle n'a pas résisté physiquement, mais dit avoir dit non. La police débarque chez Flynn 2 semaines plus tard. Puis vient une seconde bombe. Peggy Satterlee affirme que Flynn l'a agressée sexuellement 2 fois à bord de son yacht Sirocco en août 1941. Elle dit avoir tenté de résister au début. Les autorités ignorent sa plainte, mais quand un nouveau procureur arrive, il rouvre l'affaire et combine les témoignages des 2 filles. Flynn est inculpé de 3 chefs d'accusation de viol sur mineurs. Il verse une caution de $0 et se prépare au procès. Le procès devient l'un des plus grands scandales d'Hollywood. Warner Brothers engage Jerry Giesler, un avocat redoutable et théâtral. Il attaque férocement les jeunes filles, faisant témoigner des hommes qui prétendent avoir eu des relations avec Hansen auparavant. Il apporte même la véritable porte de chambre au tribunal pour prouver qu'il n'y avait pas de verrou fonctionnel. Avec Satterlee, il expose les incohérences de son récit. Elle dit avoir vu la lune par un hublot. Giesler démontre que c'était impossible, la lune n'était pas visible de ce côté du yacht cette nuit-là. Puis, dans un coup de théâtre saisissant, il se déguise et imite l'une des filles pendant sa plaidoirie finale, parodiant sa voix et ses manières. La salle d'audience en reste bouche bée. Mais le coup le plus dur vient du juge lui-même. Il déclare au jury que les certificats de naissance ne prouvent pas l'âge, que Flynn a pu être trompé. Il leur demande même d'être très prudents avant de croire les récits des filles. Tout bascule, l'acquittement et ses conséquences. Flynn prend finalement la barre le 6 février 1943. Il est sérieux, calmé, déterminé. Il admet connaître les filles, mais nie tout le reste. Ses réponses sont courtes, précises. Il ne se trompe jamais. Même sous les questions pressantes de l'accusation, il garde son sang-froid tout en charmant le jury. Il y a 9 femmes parmi les jurés, cela compte. Après 24 heures de délibération, non-coupable, les fans hurlent de joie. Des barrières doivent être installées autour du tribunal chaque jour pour contrôler la foule. Des femmes s'évanouissent dans les couloirs. L'expression in like Flynn devient populaire. Elle signifie qu'on peut s'en tirer avec n'importe quoi si on est assez célèbre. Flynn tente de redorer son image. Il clame que l'affaire était un coup monté, demande pourquoi il a fallu plus d'1 an avant que quiconque ne parle.
Il s'enveloppe dans le drapeau, prétendant être ciblé en temps de guerre, mais quoi qu'il dise, sa réputation ne se remettra jamais complètement. Patrice Wymore, le dernier amour. En 1950, Patrice Wymore n'a que 23 ans quand elle est choisie pour jouer face à Errol Flynn, 41 Hands, dans un western intitulé Rocky Mountain. Le tournage commence le 29 mai dans les collines accidentées de Gallup, au Nouveau-Mexique. À l'origine, ce rôle n'était même pas destiné à Flynn. Ronald Reagan avait trouvé le script, initialement appelé Ghost Mountain, et espérait en être la vedette. Mais Warner Brothers donne le rôle à Flynn. Reagan est si contrarié qu'il quitte bientôt le studio. Flynn, fiancé à la princesse Irene Gika, à l'époque, n'attend rien de bouleversant de ce film, mais tout change quand il rencontre Wymore. Elle est gracieuse, belle, et tout ce que Flynn dit ne pas être, il la décrit comme chaleureuse et saine, quelqu'un qui sait chanter et qui a de la dignité. Leur alchimie à l'écran déborde dans la vraie vie. Malgré la réputation sulfureuse de Flynn, ils tombent profondément amoureux. En août, le tournage se termine le même mois. Warner Brothers annonce leur fiançailles, laissant Hollywood sous le choc, le mariage et l'exil doré. Le 23 octobre 1950, ils se marient. La cérémonie a lieu en France, d'abord à la mairie de Monaco, puis à l'église de Nice. Flynn, déjà marié 2 fois, plaisante en disant que c'est agréable d'avoir enfin un vrai mariage. Après la cérémonie, le couple organise une réception grandiose à l'hôtel de Paris. Les fans se pressent derrière les barrières pour apercevoir les nouveaux mariés célèbres. Ils passent leur nuit de noces sur le yacht de Flynn, l'Ezata. Le lendemain matin, les canons d'une flotte américaine voisine célèbrent le mariage, tandis que les touristes louent des jumelles pour observer Wymore. Elle n'est pas surprise par les habitudes extravagantes de Flynn. Elle confie au magazine Silver Screen qu'elle ne s'attendait jamais à ce qu'il soit du genre casanier. Il déménage rapidement en Jamaïque, tentant d'échapper aux problèmes judiciaires aux États-Unis. Leur domaine devient un lieu de rendez-vous pour célébrités. Noel Coward écrit dans son journal avoir passé une soirée avec Flynn et Wymore, buvant sur le yacht et dînant autour d'un barbecue éclairé aux torches sur la plage. La naissance d'Arnella et le déclin. Le 25 décembre 1953, jour de Noël, est née leur fille Arnella Roma Flynn. Mais le bonheur ne durera pas longtemps. Au début des années 1950, la beauté légendaire de Flynn commence à s'estomper. Lui, qui était autrefois l'image même du charme et de la force, paraît maintenant bouffi et fatigué. Des années de vie dissolue rattrapent leur homme. Warner Brothers met fin à leur partenariat de 18 ans en 1953 avec The Master of Ballantrae comme dernier film. Ses amis s'inquiètent. Le réalisateur Raoul Walsh dit que Flynn sait qu'il est en difficulté, ses poumons sont affaiblis, son foie gravement endommagé. Au début de la quarantaine, les gens disent qu'il paraît plutôt 60 ans. La spirale de l'autodestruction. Quand il joue dans The Sun, also rises in 1957. Les producteurs le choisissent pour incarner un ivrogne. Douloureusement proche de la réalité, il arrive souvent saoul sur le plateau et ne parvient parfois pas à dire une simple réplique. Sa santé est un désastre. La malaria contractée dans sa vingtaine refait surface régulièrement. En 1942, pendant le tournage de Gentleman Jim, il s'effondre en pleine scène. Sa première crise cardiaque à seulement 33 ans, il boit 2 à 3 litres de vodka par jour. Quand on lui interdit de boire sur le plateau, il injecte de la vodka dans des oranges et les mange. Son foie lâche en 1952 et l'hépatite cause des dégâts permanents. Quand la douleur s'intensifie, il se tourne vers la morphine. Cela commence par des maux de dos et devient une dépendance totale vers le milieu des années 1950. Il développe la maladie de Buerger à cause du tabac qui endommage les vaisseaux sanguins de ses mains et pieds. Dans ses derniers jours, il souffre atrocement des jambes et du dos. La fin d'une légende. À Vancouver, les médecins pensent que c'est de l'arthrite et lui font une injection de Demerol. Il ne se réveillera jamais. Il meurt d'une crise cardiaque à 50 ans, mais son autopsie révèle le corps d'un homme de 75 ans. Les médecins disent qu'il n'aurait pas vécu une année de plus. L'argent s'épuise aussi. Flynn
a gagné des millions. Mais à la fin des années 1950, il est ruiné. Le fisc le poursuit constamment. Son ex-femme Lily Damita obtient une pension alimentaire mensuelle qui lui coûte son précieux domaine de Mulholland. Un projet de film raté en 1953, The Story of William Tell, anéantit davantage ses économies, il l'avait financé lui-même et le film n'a jamais été terminé. Pire encore, son gérant d'affaires lui a volé une somme considérable. Flynn continue de dépenser comme s'il était encore riche. Son yacht seul coûte une fortune. En 1959, il navigue vers Vancouver pour tenter de le vendre. C'est tout ce qui lui reste. Beverly Adland, le dernier scandale. En 1957, Flynn rencontre Beverly Adland, 15 ans. Sur un plateau de studio, elle travaille comme danseuse dans Marjorie Morningstar. Flynn organise une rencontre par l'intermédiaire d'une costumière et l'invite à auditionner pour un rôle dans un domaine privé. Beverly révélera plus tard qu'il n'y avait jamais eu de rôle. Il voulait juste la séduire. Ce soir-là même, après lui avoir donné du saké au dîner, il la ramène au domaine et couche avec elle sur une peau de bête. Leur relation dure jusqu'à sa mort. Il la présente comme sa secrétaire et l'emmène en voyage autour du monde. Il lui donne même le rôle principal de son dernier film, Cuban Rebel Girls. Sa mère, Florence, encourage tout cela, espérant la célébrité. Quand Flynn meurt à Vancouver en 1959, Beverly est avec lui. Quelques heures plus tard, on la voit marcher dans les rues en sous-vêtements, disant que Flynn reviendra de l'hôpital le matin. Mais il est déjà parti. Patrizia Vemore, la gardienne de la vérité. Patrice n'avait que 27 ans quand elle a donné naissance à Arnella le jour de Noël 1953. Flynn, à 44 ans, était encore un nom célèbre. Mais ses jours de gloire à Hollywood s'estompaient rapidement. Patrice avait gravi sa propre échelle dans le monde du cinéma, avec de grands rôles aux côtés de Doris Day et Kirk Douglas. Mais avec la naissance d'Arnella, elle met tout de côté, posant sa carrière d'actrice pour devenir mère à temps plein. Leur vie se partage entre leur maison en Jamaïque et de longues croisières sur le yacht de Flynn, Lesata. Le domaine jamaïcain devient un lieu de passage pour célébrités. Truman Capote, Ava Gardner, Noel Coward. Arnella grandit entourée de luxe, de voyages et dans l'ombre de la célébrité. Tragiquement, Arnella suit un chemin créatif, mais tumultueux. Faisant du mannequinat en Europe dans les années 1970, sa vie se termine en tragédie en 1998 quand elle meurt d'une overdose à Kingston à 44 ans, le même âge que son père quand elle est née. La mission de défense de Patrice. Après la mort de Flynn en 1959, Patrice hérite du domaine jamaïcain. 2,0 acres de plantation de cocotiers, un ranch de bétail et un manoir. Elle tente de relancer sa carrière avec des spectacles à Las Vegas et des rôles dans des comédies musicales, avec même un petit rôle dans Ocean's 11 en 1960, mais vers la fin des années 1960, elle abandonne définitivement le métier d'actrice, elle retourne en Jamaïque et gère une entreprise de meubles en osier tout en s'occupant de la ferme d'élevage. Elle ne se remarie jamais et vit là tranquillement jusqu'à sa mort, en 2014 à 87 ans. Au fil des années, Patrice se lève souvent pour défendre Flynn. En 1980, une biographie de Charles Hyam accuse Flynn d'être un espion nazi. Patrice ne reste pas silencieuse. Elle rejoint d'autres comme l'acteur David Niven pour qualifier ses affirmations d'absurdité. Elle souligne que Flynn avait en fait tenté d'aider les services de renseignement britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. Il avait même proposé de rejoindre l'OSS, mais fut rejeté à cause de problèmes cardiaques. Le FBI l'avait surveillé et n'avait rien trouvé. Les révélations finales. Patrice révèle aussi la vraie personnalité de Flynn. Celle derrière les gros titres. Il n'était pas toujours l'homme sauvage que les gens imaginaient. Elle dit qu'il pouvait être réfléchi, même timide. Il était poli d'une manière que les gens comprenaient parfois mal. Les ragots du studio empiraient les choses, fabriquant des histoires pour le maintenir sous les projecteurs. Warner Brothers le dépeignait comme un vrai Robin des Bois, glissant même des histoires dans les manuels scolaires, mais Patrice dit que beaucoup étaient exagérés. Concernant la relation finale de Flynn avec Beverly Adland, Patrice accepte un divorce en 1958,
Quand les papiers arrivent à l'hôtel Garden of Allah, Beverly, juste adolescente, danse au bord de la piscine enveloppée seulement d'une serviette pour célébrer. C'est humiliant pour Patrice. Pourtant, elle dira plus tard que Flynn était véritablement amoureux de Beverly. Il l'appelait Darling Woodsy. Il a même fait un film, Cuban Rebel Girls, juste pour elle. Il l'a emmenée en voyage en Afrique, en Europe et dans son ranch jamaïcain. Il lui a demandé de l'épouser, mais ils ont convenu d'attendre qu'elle soit légalement assez âgée. Tandis que le monde le jugeait pour cela, Patrice croyait que Flynn voyait Beverly comme plus qu'une aventure passagère. Il était seul, vieillissante et désespéré de s'accrocher à l'amour, la vérité sur l'homme derrière le mythe. Patrice insiste aussi sur le mythe de Flynn coureur de jupons. Oui, il a eu des liaisons, mais une grande partie de sa réputation sulfureuse venait du marketing du studio. Il voulait qu'il soit plus grand que nature entre 1936 et 1942. Ils ont diffusé des histoires liant sa vie privée à ses rôles au cinéma. La vérité, de Patrice, était plus douloureuse. Son alcoolisme a empiré, sa santé s'est effondrée. L'homme qu'elle connaissait était différent de celui des gros titres. Patrice maintient que Flynn n'était pas fasciste. En fait, il penchait à gauche. Il a soutenu la République espagnole dans les années 1930 et encouragé la révolution cubaine dans les années 1950. Il croyait en la liberté et l'équité, ses dossiers du MI5, encore scellés. Des années plus tard, pourrait un jour montrer comment il a aidé les services de renseignement britanniques. Un parlementaire britannique a dit que Flynn était probablement utilisé par les Alliés plutôt que d'aider les nazis. Patrice soutient cette version. Elle dit que Flynn avait proposé d'utiliser ses connexions irlandaises pour aider la cause. Même s'il ne pouvait pas servir dans l'armée, il a trouvé d'autres moyens de contribuer, l'héritage d'une veuve fidèle. Pour Patrice Vemore, défendre Errol Flynn était une mission de toute une vie. Elle n'a jamais fui la vérité, mais n'a jamais laissé les autres la définir à sa place non plus. Derrière les scandales, elle voyait un homme imparfait mais pas mauvais. Il avait perdu son chemin. Elle est restée avec lui plus longtemps que la plupart ne l'auraient jamais fait. Et longtemps après sa disparition, elle s'est assurée que son histoire ne soit pas racontée uniquement par des étrangers. Cette femme extraordinaire a gardé ses secrets pendant des décennies, regardant le monde déformer l'image de l'homme qu'elle avait aimé. Mais quand elle a finalement parlé, elle a révélé une vérité que personne n'attendait. Errol Flynn n'était pas le monstre que Hollywood avait créé, mais un homme brisé qui cherchait désespérément l'amour dans un monde qui ne lui offrait que des masques et des mensonges. Voilà comment la veuve d'Errol Flynn a réécrit l'histoire d'une légende en révélant que parfois, la vérité est bien plus humaine et tragique que n'importe quel mythe.